Plus de 3000 ans d'histoire en un livre, ce n'est pas rien. Et c'est pourtant la gageure que relève et réussit cet atlas des migrations en Méditerranée, de l'Antiquité à nos jours, publié chez Actes Sud. Un livre somme auquel ont participé plus de 70 spécialistes de cette zone, des anthropologues, des historiens, encore des politologues. Merci Sophie Bouffier d'être avec nous sur le plateau de TV5 Monde. Vous êtes professeure d'histoire grecque à l'université Aix-Marseille et vous avez été à la direction de cet ouvrage très explicatif, très illustré avec de nombreuses cartes et qui montre aussi à quel point la Méditerranée a façonné l'Europe, notre Europe d'aujourd'hui, et on a l'impression que c'était clairement un des objectifs de cet atlas, non ? Oui, c'était un des objectifs de cet atlas collectif. On est 12 en fait collaborateurs à avoir coordonné l'ouvrage. Il faut toujours des noms sur la couverture. Oui, 3 à la direction et 12 en fait qui ont coordonné. Et c'était un des objectifs, mais l'objectif aussi, c'était de montrer que la migration avait construit la Méditerranée. Elle l'a façonnée, elle l'a modelée. Migration, mais aussi mobilité. Et c'est pour ça qu'on a regardé les choses depuis en fait la sortie de l'homme d'Homo sapiens de l'Afrique, puisque d'ailleurs on voit sur une des cartes d'ailleurs, voilà l'Homo sapiens rejoindre l'Europe, exactement, voilà via l'Égypte d'aujourd'hui et remonter vers l'Europe. Donc nous sommes tous des Africains en Europe. Exactement, nous sommes tous des Africains. Et bon, ce petit point de départ, mais surtout, on a voulu montrer à toutes les échelles comment justement les migrations et les mobilités avaient façonné les sociétés méditerranéennes, qu'elles soient orientales, occidentales, du sud, du nord. Et on parle justement souvent, alors moi ça m'interpelle, de carrefour. Quand on parle d'un pays européen, on parle souvent de carrefour des cultures. Ça revient très souvent, c'est un peu une tarte à la crème. Parce qu'en fait, la plupart des pays européens autour de cette mer Méditerranée, ce sont tous des carrefours d'une certaine manière, non ? Oui, oui, en effet. Mais en même temps, ce sont des carrefours où il est arrivé des gens, mais aussi des gens sont partis. Et c'est aussi le parti qu'on a pris dans cet atlas, c'est de commencer au niveau de la Méditerranée, mais de montrer justement qu'il y avait eu une extension de la Méditerranée hors de cette jusqu'à mer. New York, on le voit d'ailleurs dans votre livre. Jusqu'à New York, jusqu'à l'Australie, avec la communauté grecque, jusqu'à l'Amérique du Sud. Et aujourd'hui, un mouvement de retour aussi, de ces populations, mouvement de retour, mais aussi un intérêt, par exemple, des Orientaux, de la Chine, pour la Méditerranée, avec ce quartier de Belzins à Marseille qui est vraiment exemplaire dans à la fois l'arrivée de populations venues de la Méditerranée, du sud de la Méditerranée, de l'Afrique subsaharienne, mais aussi de la Chine, et ces croisements entre les cultures. Aujourd'hui, on parle souvent dans les médias du cimetière qui est devenu la mer Méditerranée, avec tous ces migrants qui meurent en cherchant à rejoindre les côtes européennes, avec une Union européenne devenue forteresse, je le disais tout à l'heure, avec Frontex qui tente de décourager ces venues. Vous l'avez dit, on voit pourtant très bien dans votre livre que les migrations n'ont jamais cessé en 3000 ans et qu'elles ne vont pas cesser, Frontex ou pas. Tout à fait. On n'empêche pas les hommes et les femmes de se déplacer. Oui, tout à fait. Oui, on parle de Méditerranée, cimetière marin, mais on le dit dès l'Antiquité, mais évidemment pas à la même échelle. Il n'y a pas cette mort de masse qu'on va trouver avec ces 50 000 morts depuis les années 90. Mais c'est la hantise aussi des populations méditerranéennes lorsqu'elles se déplacent, de mourir sans sépulture en pleine mer. Et effectivement, ce qu'on a voulu montrer, c'est d'abord ne pas rester focalisé sur notre période, montrer que ça a toujours existé. Vous êtes spécialiste de l'Antiquité grecque, notamment. Moi, je suis spécialiste des migrations grecques au premier millénaire avant notre ère. Donc, avec des populations qui partent de Grèce au 8e siècle avant notre ère, qui vont s'installer dans l'Adriatique, en Italie du Sud, en Sicile, jusqu'en Gaule avec Marseille, et jusqu'en Libye avec Cyrène. Et on voit justement toutes ces influences. Vous parliez de ces Grecs qui sont allés dans le sud de l'Italie, dans les Pouilles. Il y a justement ce Salento, ce Gréco-Salento, je crois, qui justement montre avec encore une langue parlée aujourd'hui qui est issue du grec. Alors là, c'est une autre période de migration. Qui est plus récente, bien sûr. C'est lorsque les Ottomans s'emparent de Byzance, enfin de Constantinople, Byzance en 1453. Eh bien, de nombreux
orthodoxes partent vers l'Italie. Et effectivement, on a encore Piana dei Greci ou Piana degli Albanesi de l'autre côté, avec des Grecs qui... Ce mélange, il est toujours là. Ces échanges, ils sont toujours là. On voit dans votre livre aussi les trajectoires des étudiants en Méditerranée, des savants, des ouvriers aussi. Ça, c'est fort, hein. Il y a notamment l'exemple des travailleurs étrangers dans les mines ou aussi dans les usines Peugeot au XXe siècle. Beaucoup d'échanges et qui montrent aussi qu'il y avait un besoin de migrants, notamment en Europe occidentale. Oui, tout à fait, à plusieurs périodes. Déjà au XIXe siècle, au moment de la révolution industrielle, où on a besoin de main-d'œuvre, et puis en particulier dans la construction des industries marseillaises au XIXe siècle, on voit beaucoup d'Italiens arriver de manière irrégulière. Il faut penser que juste après la Deuxième Guerre mondiale, plus de 50% des Espagnols et des Italiens qui arrivent en situation irrégulière. Sans papier. Et ils vont être enfermés dans des camps pour certains Espagnols. Voilà, pour certains Espagnols, en particulier où il y a Argelès-sur-Mer ou à Bias dans le Lot-et-Garonne, où effectivement, ensuite certains de ces camps vont être repris pour les harkis en 1962. On a une espèce de répétition de l'histoire. Et ça nous apprend on l'oublie. pas. Voilà, c'est ça. Et on l'oublie. Et ce que je voulais dire, c'est que votre livre, quand même, il montre bien que la Méditerranée, ça ne devrait pas être considéré comme un obstacle ou une frontière, mais peut-être comme une chance, tout simplement, pour l'Europe. Et pour les pays qui environnent, bien sûr, cette mer. Oui, c'est ce qu'on essaie de montrer effectivement, que c'est une chance. On essaie de le montrer aussi par le brassage des cultures, la manière dont aujourd'hui vous allez aller manger une pizza ou un couscous, mais aussi écouter de la musique arabo. On espère que ça va revenir justement bientôt. Oui. Donc montrer justement ces transferts culturels, mais aussi ces métissages de population. Et en même temps, on a voulu montrer que, on est tous spécialistes de la Méditerranée, mais en se focalisant sur la Méditerranée, c'est un exemple parmi d'autres. Il y a d'autres Méditerranées dans le monde. Il y a 271 millions de migrants internationaux en 2019. L'Europe, c'est 15%. Enfin, le bassin méditerranéen, c'est 15% de ces migrants. Donc, il y en a d'autres ailleurs qui connaissent aussi des problèmes que nous, on affronte moins souvent en Europe. Mais lesquels, on voulait par justement... exemple cette peur, cette xénophobie qui monte en France, qui monte aussi en Italie, d'où en Italie la création de musées de l'émigration. Il y en a presque 30, je crois, de musées de l'immigration, pour bien montrer aux Italiens que eux-mêmes ont été des émigrants qui ont pu revenir justement au moment du fascisme. Le gouvernement Mussolini a essayé de rapatrier des gens qui étaient partis au XIXe siècle. Et l'Italie unie, elle est très récente aussi, c'est ce qu'il faut dire également. Oui. Je veux dire, tout ça montre bien que cette Méditerranée, elle a essaimé, elle a créé aussi une langue commune, peut-être par la nourriture, par la musique dont vous parliez aussi. C'est peut-être un peu naïf de dire ces choses-là, mais c'est aussi ce qui fait notre patrimoine commun. Tout à fait. Et il y avait même une lingua franca à l'époque moderne, qui était un mélange d'espagnol, d'italien. Une espèce d'espéranto avant l'heure. Voilà, exactement. Et qui était la langue d'échange entre les marins, en particulier les commerçants du bassin méditerranéen. Merci à vous, Sophie Bouffier, d'être venue avec nous. Vous avez donc été à la direction, à la coordination avec 12 autres personnes de ce très beau livre, un atlas des migrations en Méditerranée, de l'Antiquité à nos jours, publié chez Actes Sud.